Hypercafé, c'est en tout cas en France une association qui permet de faire rencontrer des gens qui ont un objet à faire réparer, un ou plusieurs objets d'ailleurs, et des réparateurs qui sont bénévoles et du coup qui souhaitent donner de leur temps pour réparer des objets. À l'origine, aux Pays-Bas, puisque c'est là qu'est né le concept, les hypercafés se passent dans des bars et du coup c'est pour ça que le nom de café est présent dans le nom du concept. Ça se passe du coup dans les convivialités avec des cafés, des thés qui sont proposés par les bars là, qui organisent tout ça. Et quand ça s'est importé à l'étranger, ça a changé un petit peu, c'est en fonction des mentalités de chaque pays que le concept évolue. Het Repaircafé is een ontmoetingsplaats in de buurt waar je met hulp van handige vrijwilligers uit de buurt je eigen spullen kunt repareren. Ik vind het te gek om zo'n ding na 3 jaar weg te gooien. En dat is gezellig, je ontmoet mensen uit je eigen buurt en aan de andere kant doe je iets goeds voor het milieu. We leven in een wegwerpmaatschappij, dat vind ik heel slecht. Maar alles wat gerepareerd kan worden, moet gerepareerd, want we hebben al genoeg afval. En nu doet hij het wel. Wat zie je jou hoor, succes. Je krijgt ook dingen van ja, het is voor mijn vader geweest en laatst is het voor mijn schoonvader geweest. Die mensen zijn niet meer. Hè. En dan hebben ze een keer een zaklampje heb ik, gemaakt. Nou, het is, als je het bekijkt is het een prul, maar het is wel van de vader geweest. Nou, als je het dan weer in de gang krijgt, is het wel een heel leuk gevoel dan. Hè. Dan denk je, ja, dat is toch wel weer leuk. En waar zitten de problemen in? Inmiddels zijn er al op honderden plaatsen in Nederland repaircafés. En er zijn er inmiddels ook in België, in Duitsland, in de Verenigde Staten, in Brazilië. Nou, op de gekste plekken ontstaan ook repaircafés. Ik had ook op internet ook al gevonden dat meer mensen dit probleem hadden. Ja. En ook allemaal er niet uitkwamen. Dus ik denk, nou ja, misschien heeft iemand er wel... Kijk, want er kunnen nog onderdelen. Ja, er zit een soort balletje of zo. Dat dingetje? Dat kan de oorzaak wezen. Echt waar? Gewoon zo'n dingetje. Maar het is gewoon kalk. Met het kalk houdt hij het klepje open. En dan gaat het klepje niet dicht. En dan, ja... Het klinkt aannemelijk. Het klinkt aannemelijk. Ja. Ja. Kijk wat er dan uitkomt. Kijk, daar liggen ze. Alle rommel. Alors, c'est moi qui ai créé cette association ici à Neuville et c'est vraiment dans un but à la fois écologique et économique. Sur le point de vue économique, je savais que tout un tas de personnes forcément allaient jeter les objets au lieu de les faire réparer. Et maintenant que l'association est créée, on s'aperçoit que y a tout un tas de personnes, comme je l'avais prévu, qui viennent faire réparer leurs objets. Et du point de vue écologique, il est certain qu'il est préférable de faire réparer son objet plutôt que de le jeter. Le monde qu'on veut laisser à nos enfants, je suppose qu'on le veut meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est au lieu de jeter, on fait réparer et voilà, si on n'arrive pas à faire réparer, on va essayer de trouver d'autres options. Hein. Nous, notre association propose aujourd'hui de mettre en vente l'objet sur un site internet et du coup ce site internet a pour objectif de proposer des pièces détachées de tout un tas d'objets. Moi je suis venu par curiosité parce que je suis depuis longtemps, enfin moi j'aime bien réparer, bricoler un peu les objets et du coup je crois que c'est des amis qui m'ont dit il y a cette association qui existe donc je suis allé juste pour voir et Sofiane m'a dit si tu veux, si tu bricoles un peu tu peux rester pour bricoler, enfin pour essayer de réparer les objets et puis du coup moi je suis resté, je suis arrivé comme ça et après je suis resté parce que
il y a une super bonne ambiance. Étant donné qu'on est bénévole, il n'y a pas de, stress sur le résultat, des choses comme ça. La première raison, celle qui m'a fait venir ici, c'est le plaisir de réparer, le plaisir de faire de la mécanique par passion. Et puis après, je me suis rendu compte que quelque part, on rendait service aux gens, quelque part, on contribuait à rendre une deuxième vie aux objets. Donc, on faisait en sorte que le produit de consommation voyait un petit peu la fin de sa vie et que on recyclait et qu'on évitait de jeter. Donc voilà, après je me dis que quelque part, on fait une bonne action pour la nature. Ah, ça c'est la passion du dépannage. Là, le bénévolat de la Repère Café, c'est la passion du dépannage, c'est tout. Hein. J'ai fait ça pendant 50 ans, donc je ne sais pas faire autre chose. Pourquoi les gens préfèrent jeter plutôt que réparer? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'avant, dans les années, peut-être 60-70, c'était l'inverse. Parce que les objets coûtaient cher et la réparation coûtait moins cher que de racheter un objet. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Par exemple, une machine à laver, ça vaut rien du tout. Du coup, la faire réparer, des fois, ça vaut le prix de la machine à laver. Voilà, il y a ça, puis je pense aussi les gens aujourd'hui veulent plus s'embêter à appeler un réparateur ou aller voir quelqu'un, à faire un devis, tout ça. Aujourd'hui, on va au magasin, on rachète une nouvelle machine et l'autre on l'amène à la déchetterie, puis voilà quoi. La télé, il y a juste le socle qui est un peu cassé. Sinon, la télé fonctionne, mais c'est juste le socle qui est cassé. D'accord. Bonjour. On demande de demander. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai acheté neuf et c'est neuf, mais ça fonctionne. Ça fonctionne encore, oui, le Maria Croc. J'ai choisi d'amener mes objets à recycler parce que je ne sais pas où m'adresser pour faire réparer des objets. Il faut du carburant pour aller chez les gens. Et je pense que aujourd'hui c'est surtout pour le prix des objets et finalement c'est pas forcément un bon calcul parce qu'un objet vraiment pas cher qui va durer 2-3 ans, finalement au bout de 10 ans si on avait acheté quelque chose de plus cher ça aurait été peut-être plus rentable. Alors aujourd'hui c'est pas forcément le cas, un objet cher durera pas forcément plus longtemps. Les gens préfèrent jeter, hein. Je suis pas sûr en fait qu'ils préfèrent, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est presque la seule alternative qu'ils connaissent. Donc c'est à nous à les aider à changer de mentalité pour qu'ils viennent nous voir dès qu'ils ont un objet en panne. L'idée, comme je le disais, hein, c'est de faire changer les mentalités pour que demain on laisse un monde meilleur à nos enfants. Aujourd'hui, les SAV des gros fabricants, des gros supermarchés, etc., proposent plutôt de racheter un nouveau produit et de jeter l'ancien. Donc, on les a éduqués à jeter plutôt que de faire réparer. Parce que maintenant, une cafetière, ça vaut quoi? Ça vaut 30 €. Le problème, c'est un problème de prix. Les gens préfèrent racheter du neuf et puis pas être... et puis acheter à des prix... c'est le prix qui fait que les gens ne réparent pas. Ça, c'est une XLS. Et alors attends, elle a fait d'abord
C'est la merde à la fin. Le claque, c'est pas le. Moto, une 500. Ouais. La 500 XLS. Non, elle est pas. Alors, première chose, fusible. Là. Là. Et puis j'ai un panneau, je voulais le brûler, le détruire. Énorme, on démonte le truc, c'est derrière. Un petit peu, non, en bas. Alors, il s'enclenche. Bah ouais. Il s'enclenche comme ça, il va jusqu'à là. Et en fait, là, il manque. Regarde le bouton 1. Le fusible, il sert à ça, mais souvent le fusible, il sert, c'est pour éviter que ça foute le fou. Oui. Et il y a ça qui pivote. Et ça, il n'arrive pas à le pivoter. Il s'arrête le moteur, c'est fini. Enfin, ça avait quand même dû bien chauffer si le vernis s'est mis à fond. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est. Bien sûr que ça chauffe, mais pas suffisamment pour faire sauter le fusible. Comment t'expliquerais, moi la self, elle chauffe. Mais t'as pas de court-circuit. Donc, tant que tu n'as pas de court-circuit, le fusible saute à partir du moment où tu as un court-circuit. Et tant que tu n'as pas de court-circuit, il y a eu un objet métallique, ou un objet métallique, ou bien, attention, hein, ça peut être une assiette, hein, mais une assiette sans métal dedans, hein, uniquement les décors. Hein. Il y a plein de vernis qui coulent. Ça coulait sur le papier, ça coulait. Ah non, je croyais qu'il était sur le dessin. Alors on va peut-être, tu vois, on va regarder. Là, il y a un fusible, je crois. Et tu peux pas changer juste le transfo? Alors, si, mais il faudrait, c'est arriver en première. Ok, après il y a plein de chemolets. Il y a du S. Si, on a jamais réparé, mais c'est pas. L'euro cher. Il n'y a rien. Vas-y, je te suis. Amène le four. Quelles sont les pannes les plus récurrentes? Alors nous, ce qu'on nous apporte le plus ici, c'est du petit électroménager. Ça va être de l'aspirateur, ça va être des machines à café. Les pannes en elles-mêmes, souvent les aspirateurs, les pannes, c'est 3 fois rien. C'est que les aspirateurs sont complètement bouchés parce que les gens ne les entretiennent pas. Après, c'est pas forcément la faute des gens. Il y a des fois des filtres qui sont à l'intérieur de l'aspirateur. On est obligé de tout démonter pour les nettoyer. Voilà, ça arrive sur les aspirateurs. Des fois, c'est juste un tout petit morceau de plastique qui est cassé ou tordu. Voilà. Et après, sur les machines à café, c'est souvent des joints, les joints qui sont morts, ou alors le tartre qui bouche la cafetière. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il faut avoir quelques petites connaissances en mécanique, en électricité, tout ça, mais la plupart du temps, les réparations, c'est assez simple. Ça sert à rien que je le démonte, parce que je le connais pas. Gérard est plus fort que moi. Ah, donc ça sert à rien que je le démonte. Bon, alors après la machine à coudre, vous savez. Ah, mieux. Donc là, je vais démonter pour voir. Je vous donne de faux espoirs. Machine à coudre, mieux. Oui, ça nous pousse. Ça vient le fond. Il y a des pannes, oui, mais c'est pas énorme. C'est surtout l'entretien qui est pas fait comme il faut, quoi. Je dirais souvent c'est un manque d'entretien. Les objets sont pas nettoyés, pas entretenus. Et après on se rend compte que ce sont des objets qui chauffent beaucoup. Donc on a souvent des thermistances à changer, on a souvent des fils brûlés, des fils déconnectés, et ça va jamais chercher bien loin. Et principalement c'est ça. Je dirais c'est l'entretien de l'objet qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, la panne arrive. Ouais. Marteau piqueur. Frappé. Là, c'est frappé. C'est de la glace. Ah, il y a de la glace. Hein. Ouais.
Et vous êtes obligé d'apporter le pastis, hein. C'est des choses qui peut être pour là. Ah d'accord. Ah ok. Ça peut faire péter les culs, hein, la glace. Je pensais pas qu'il en restait autant de siècles quand même. Il y a tout le monde d'eau. C'est plutôt de l'électroménager. On nous amène pas mal de mixeurs, de fer à repasser, d'aspirateurs, des chainifis, des choses comme ça. Et puis de temps en temps, on a certains objets plus insolites comme des karchers, des jouets des enfants. Voilà. Les réparations sont assez diverses, mais en tout cas, c'est l'électroménager qui prime aujourd'hui dans notre Repair Café. Vous appuyez pas, vous faites pas ça. Vous avez 3 vitesses, 24. Pas grand chose. Ouais. D'accord. Voilà. J'ai compris. Et une fois que vous avez fini, Alors vous là, j'ai appuyez. compris. Et voilà. À ce moment-là, on ira chercher un peu plus loin, mais je pense que ça devrait être bon normalement. N'oubliez pas vos points, parce que ça peut servir. Malheureuse. Sans les fouettes, tu fais pas grand-chose. Là, normalement, visser dans le truc, et puis je vous tiens au courant. Enfin, dans le... Il y a des charbonniers, Il y a une pièce qui est vissée ici. Ce côté-là, non, largeur et mesure. C'est largeur. C'est le futur gouvernement qui vont L'impact de tous ces déchets électroniques, évidemment, ça pollue la planète. Savoir quel est l'impact véritable, j'ai du mal à le mesurer. J'ai tendance à penser que ces produits atterrissent dans des pays qui n'ont pas trop le choix, on leur propose évidemment de l'argent contre le fait de déposer ces produits chez eux. Et donc pour eux c'est un bénéfice, sauf qu'à long terme on peut imaginer que cela va leur causer aussi ça va causer des dégâts écologiques dans leur pays. L'obsolescence programmée produit un flot ininterrompu de déchets qui sont expédiés dans les pays du tiers-monde, comme le Ghana en Afrique. Il y a 8 ou 9 ans, j'ai réalisé que beaucoup de containers arrivent ici remplis de déchets électroniques. Je parle de matériel informatique et de télévision en panne dont personne ne veut dans les pays industrialisés. Un traité international interdit d'expédier des déchets électroniques dans les pays du tiers-monde, mais les marchands le détournent en déclarant ces produits comme des articles d'occasion. Ils mettent en avant le matériel électronique en bon état, environ 10 articles dans chaque container de 12 mètres, alors que tout le reste du container est rempli de déchets électroniques. Lorsque les douaniers l'ouvrent, ils pensent qu'il n'y a que du matériel en état de marche et qui pourrait durer longtemps.
Le Ghana est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, entouré par la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Bien que le pays soit en pleine croissance économique et ait réduit le nombre de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté, il reste cependant plus de 24% de gens qui vivent dans des conditions très difficiles, soit un quart de la population. Beaucoup de gens vivent dans le nord, mais émigrent vers le sud pour chercher du travail. L'agriculture, qui est la principale activité dans le nord du pays, ne rapporte pas assez, ce qui oblige les familles à envoyer les maris et les jeunes garçons travailler loin de la maison. Ces hommes finissent pour la très grande majorité d'entre eux à travailler dans la décharge d'Agboblochi, située dans la capitale ghanéenne, Accra. Hommes, femmes et enfants se retrouvent à travailler tous ensemble dans la décharge. Les déchets affluent quotidiennement en très grand nombre dans cette décharge énorme. Mais d'où viennent-ils ? Contrairement aux Américains qui envoient leurs déchets principalement en Asie, l'Europe, elle, a choisi l'Afrique. 2/3 des déchets électriques et électroniques européens finissent sur le continent africain. Et c'est plus particulièrement l'un des plus petits pays européens, la Belgique, qui en est la plaque tournante. C'est au port de Tema, le plus important du Ghana, qu'arrivent chaque jour des dizaines de tonnes de toutes sortes de déchets électriques et électroniques. Cela représente un trafic de 16 conteneurs par jour. Pourtant, un traité européen datant de 1992, la Convention de Bâle, interdit formellement ce type d'exportation. La question que nous nous posons donc est « Comment ce trafic est-il encore possible ? Qui sont les acteurs de ce commerce de déchets ?» Ces enfants aux pieds nus, petites mains et doigts agiles, font le tri des ordures à la recherche d'objets de valeur. Bafochet a 13 ans. Il fait constamment le tri des déchets ici et ce travail est dangereux. Parfois je me fais mal. Les vers me coupent. J'ai une blessure ici, sous le pied. La vie est dangereuse pour ces jeunes hommes dans cette décharge au Ghana. Bafo et ses amis brûlent les fils de ces vieux ordinateurs pour en retirer des métaux précieux comme le cuivre, l'or et l'argent. Beaucoup de compagnies d'Europe et d'Amérique du Nord expédient ces vieux ordinateurs et appareils électroniques dont elles font cadeau aux pays en voie de développement. Mais la plupart de ces appareils ne servent plus à rien. Ces e-déchets sont jetés et empilés partout. Les experts pensent que les e-déchets sont devenus la 3e catégorie d'ordures qui grandissent le plus vite au monde. Et les éléments comme les écrans et les cartes mères des ordinateurs jetés dans les décharges contiennent du plomb, du mercure et autres produits chimiques dangereux dont les toxines s'infiltrent dans le sol avec le temps et finissent par contaminer l'eau de source. Le PNUE encourage tous les pays à faire respecter la Convention de Bâle de 1992. Cette convention était la première de son genre et elle insiste sur le besoin de gérer de façon responsable les déchets dangereux, dont les e-déchets, afin de sauver des vies et de protéger l'environnement. Avant, il y avait une jolie rivière ici, l'Odo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici et nous venions jouer au football. Nous flânions sur les rives. Les pêcheurs organisaient des balades en bateau, je m'en souviens très bien. À présent, tout ça n'existe plus. Et cela me rend vraiment très triste et furieux. Les principaux clients sont actuellement Dubaï et la Chine. Certains des responsables de ces cargaisons disent « Nous voulons diminuer la fracture numérique entre l'Europe et l'Amérique d'une part et l'Afrique d'autre part. » Mais la réalité, c'est que les ordinateurs qui sont expédiés ici sont hors service. C'est absurde de recevoir tous ces déchets alors qu'on ne peut pas les traiter. D'autant plus que nous ne les avons pas produits et que notre pays est devenu la poubelle du monde. L'obsolescence programmée, donc c'est une idée qu'ont eu les industriels pour essayer de vendre davantage les éléments qu'ils vendaient, les produits qu'ils vendaient, donc de façon à ce que les outils,
les appareils puissent être changés le plus rapidement possible pour qu'on en achète plus et qu'ils se fassent plus d'argent. L'obsolescence programmée, de la façon où moi je l'entends, c'est tout simplement des producteurs, des fabricants d'objets qui font en sorte que l'objet, à un certain moment, va ne plus fonctionner, tout simplement dans le but que on soit dans une société de consommation, c'est-à-dire que dès que l'objet est en panne, on ne va pas chercher à le faire réparer, de suite on en achète un autre. Donc les objets, selon nous, sont faits pour que ils aient une durée de vie bien précise et qu'à la fin de cette durée de vie, on aille directement au magasin en chercher un nouveau. Comment booster les ventes de nos produits? C'est très simple. Faites en sorte que les consommateurs aient besoin de les renouveler régulièrement. Plusieurs techniques existent. Par exemple, l'obsolescence psychologique. Créez un effet de mode autour de la dernière version de votre appareil. Grâce au marketing, au design, faites en sorte que les gens se sentent un peu honteux de ne pas avoir votre tout dernier produit. Autre technique, l'obsolescence programmée. Veillez à ce qu'une pièce lâche après un certain nombre d'utilisations. Prenez exemple sur cet ingénieux fabricant d'écrans plats qui a placé le condensateur très près d'une source de chaleur pour qu'il s'use plus vite. Faites en sorte que le bon condensateur soit introuvable en pièces détachées ou mieux, soudez-le à la carte mère pour qu'il soit impossible de le remplacer. Grâce à ces techniques, tout le monde est gagnant. Vous, bien sûr, mais vous faites aussi tourner toute l'économie. Vous créez de l'emploi et en plus, le consommateur est heureux d'avoir un nouveau produit. Un produit qui va être fabriqué, censé avoir une durée de vie, et on peut... les ingénieurs peuvent, si on leur demande, faire en sorte que le produit dure moins longtemps pour qu'on puisse en racheter plus souvent. Alors il y a des tas de produits comme par exemple les imprimantes. Il y a certaines imprimantes, on s'est rendu compte qu'au bout d'un certain nombre d'impressions, elles s'arrêtaient et que du coup elles se mettaient en erreur, elles disaient elle donne une erreur, je fonctionne plus. Il y a des gens qui sont allés fouiller un peu plus loin et qui ont trouvé en fait qu'elle avait un nombre d'impressions qui était atteint, il y avait un compteur et à partir de ce moment-là, l'imprimante se mettait en défaut et des gens sont arrivés à faire des petits programmes pour remettre à zéro l'imprimante et l'imprimante fonctionne. Donc là on a un exemple d'obsolescence programmée parce que le commun des mortels lui aurait jeté l'imprimante. Cette durée de vie, elle est raisonnablement courte. Je pense qu'il doit y avoir des sondages ou des choses comme ça pour savoir quelle est la durée de vie acceptable par les consommateurs pour que à la fin de cette durée de vie, ils aillent acheter un nouveau produit sans se dire que l'ancien produit n'a pas duré très longtemps. L'impression 3D, c'est quelque chose qui va se démocratiser. Je vais vous montrer les possibilités. C'est plutôt la révolution du 19e siècle, quand ils ont sorti les bicyclettes. Ça permet tout le monde à faire des choses différentes et y aller visiter et voir un monde autre de ce qu'on a. On peut construire ce qu'on veut. Il y a un problème avec, mais c'est un problème relativement simple à régler. Et l'autre chose qui est un peu bête, c'est que c'est pas exactement mentionné ici, mais c'est pas très rapide, l'impression 3D. C'est pas comme les ordinateurs qui deviennent plus en plus rapides pour le même prix. Si vous voulez quelque chose de rapide, vous allez payer. Ça, c'est un bâtiment imprimé en 3D. Alors, c'est pas exactement comme on pense, mais ça, c'est 3D. Et voilà la taille, c'est une taille réelle. Là, à côté, c'est un bâtiment aussi, c'est un bâtiment imprimé. 1, 2, 3, 4, 5 étages, tous faits par impression 3D. Comment on fait ça? On triche. Voilà, on le voit, et peut-être on commence à avoir des idées parce qu'il y a des zones, etc. Est-ce que ça a été fait d'une seule pièce ou pas? Non. Ce qu'ils font, ils impriment les murs partout,
exactement toutes les formes qu'ils veulent, d'une certaine taille. Ils sont quand même assez grands, parce que ça, c'est plusieurs mètres. Et après, on les transporte. C'est pas lourd, c'est nettement moins lourd que le béton. Et après, on les assemble pour faire les murs. Et on les renforce, etc. Pourquoi faire ça? Bon, si vous êtes dans une zone sinistrée, c'est pas mal. Si vous êtes sur la Lune ou sur Mars, ça va être le seul moyen de construire correctement vos bâtiments, parce que vous avez du sable, du silicone, et un peu de polymère, un peu sans polymère, plus de sable, et vous allez faire des bâtiments. Et ça va être certainement l'avenir. Et l'avenir, c'est le concept d'assemblage de plusieurs éléments et pas tenter de faire tous d'un seul coup. Il y a un concept qui s'appelle l'obsolescence programmée. Ah oui, et souvent, on est obligé de laisser tomber des anciennes machines à laver ou je ne sais quoi encore, parce qu'il manque des petites pièces. Donc, dans un cas comme ça, ça pourrait... Ça, c'est certain, une des choses qui va arriver. Que, par exemple, si vous avez un frigo où il y a une porte qui a claqué un peu, on sera capable de le imprimer, le remplacer. Parce que c'est souvent une petite pièce qui manque et puis du coup, on est obligé de racheter. Les petites pièces, les vis, les choses comme ça, tout le monde peut l'imprimer. Il y a des services d'impression qui existent déjà. Ça va être toute une industrie, ça. Mais il faut bien y penser que c'est bien pour une pièce. Une imprimante 3D, c'est une machine qui va recréer par rapport à un fichier 3D. Donc on va dessiner une pièce en 3D sur un ordinateur. Et en fait, après, on va lancer ce fichier dans une machine qui, par exemple, il y a plusieurs types d'imprimantes 3D. Des imprimantes 3D qui fonctionnent avec un plastique, un fil fondu de plastique. Et elle va déposer ce fil en couches. Et en fait, l'objet va apparaître en couches successives. Il existe aussi de l'impression 3D, je crois, pour tout ce qui est métal. Ça s'utilise notamment dans le domaine du médical. On arrive à faire des prothèses en métaux un peu rares. Après, est-ce que nous, on pourrait utiliser ou pas l'impression 3D ? Je pense que oui, on s'est posé la question sur des pièces en plastique qui cassent, par exemple, on pourrait très bien, si on avait une imprimante 3D, recréer cette pièce. Sauf que nous, c'est assez rare que ce soit une pièce en plastique qui casse. Ça arrive, mais du coup le temps de redessiner la pièce, déjà il faut savoir maîtriser les logiciels, la conception c'est assez long et après le temps de fabrication c'est aussi très très long et en plus pour avoir des pièces qui sont assez résistantes, il faut des imprimantes qui sont assez chères. Les imprimantes qu'on trouve aujourd'hui à 300 € dans le commerce, c'est des imprimantes avec lesquelles on peut faire des petites sculptures ou des jouets pour les enfants, mais ça ne permet pas de faire une pièce qui est résistante, quoi. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore... je pense que la technologie commence à être abordable, mais pas encore pour nous. Et je pense de toute façon, c'est un processus qui va être trop long pour une assoce comme nous. Il faudrait former quelqu'un. Et je pense qu'on ne pourrait pas le faire. Nous, on travaille sur des soirées. Je ne pense pas qu'en une soirée, on aurait le temps de refabriquer la pièce. Our finest hits remember. This gonna be enough cards? Maybe. Ladies, cells 14, here we go, and then unlock the door.
Ouais. Oui. Yeah. $20? Yeah. And then I got the last pick made. Good job, Dad. Alors, pourquoi on achète autant? Peut-être parce qu'on met plus l'accent, la société met plus l'accent sur le fait de posséder les choses. Le fait de posséder les choses, ça veut dire que on est riche, qu'on a un pouvoir et qu'on peut se le permettre. C'est aussi peut-être une fuite en avant par rapport à des questions plus existentielles. Et c'est regrettable, mais c'est vrai que des fois on a un peu besoin de ça aussi, je pense. Ça fait du bien de temps en temps. On ne peut pas n'être que des êtres d'être justement. Posséder, c'est un petit plaisir. Mais actuellement, c'est clair qu'il y a des excès dans ce domaine-là. On consomme déjà beaucoup depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis surtout les années 80. Notre système économique est basé sur ce système-là. Il faut consommer. Pour que notre société se développe. Personnellement, je trouve qu'elle a ses limites, qu'à un moment donné, on a suffisamment de choses pour pouvoir vivre correctement et désormais, je pense qu'il faut essayer de prendre un peu le large par rapport à ça, essayer de se nourrir de choses un peu moins matérielles et ça donnerait un peu plus de sens à nos vies respectives. Our finest hits remember. And for my child and your child too, I'll sing my day of glory. I'll sing my day for him. Est-ce que je pense qu'on peut faire des produits à durée limitée? Alors, illimité non, mais parce que il y a toujours des pièces d'usure, mais aujourd'hui, oui, il y a des gens. Je sais qu'il y a quelqu'un qui essaie de lancer un projet pour une machine à laver à grande durée de vie. Grande durée de vie pour plusieurs points, parce que tout est réparable. Tout est facilement réparable, donc tout est démontable et tous les éléments sont faciles à changer. Et il y a un second point qui est la disponibilité des pièces. Et du coup, ce sera, je crois qu'il fait ça avec des éléments un peu standards. Du coup, on a moyen de trouver les pièces sur une durée assez longue. Alors bonjour, moi c'est Christopher. Donc, moi c'est Julien. On est designer industriel et on porte le projet L'Increvable. Donc L'Increvable, c'est une machine à laver qui est conçue pour être réparable et évolutive dans le temps. Alors L'Increvable, évidemment, l'idée c'est de proposer de l'électroménager durable, mais l'enjeu derrière tout ça, c'est de produire moins de déchets. Aujourd'hui, les biens de consommation comme les machines à laver sont de plus en plus jetables, ce qui a pour effet de créer énormément de déchets et avoir des impacts sociaux, environnementaux. En fait, le principe, c'est une machine, comme vient de le dire Julien, évolutive, modulaire. L'Increvable, elle a été imaginée comme un moyen de redonner le pouvoir à l'utilisateur, puisque l'idée est de favoriser la pratique de l'autoréparation, mais aussi de favoriser le développement de réparateurs indépendants. J'ai développé le projet de L'Increvable dans le cadre de mes études à l'ENSI Les Ateliers. La question que je me suis posée, c'est pourquoi cet objet a une durée de vie qui ne cesse de diminuer. J'ai démonté des machines actuelles pour voir comment elles étaient conçues. Et j'en ai tiré des conclusions et conçu ma propre version. En 2015, on décide de s'associer pour créer l'entreprise L'Increvable, qui aura vocation à concevoir et commercialiser la machine à laver à l'Increvable et par la suite d'autres produits du même type, donc toujours durables, réparables et évolutifs. Donc aujourd'hui, nous sommes installés dans notre atelier en banlieue parisienne.
Donc l'objectif, c'est de réaliser un premier prototype avec pour ambition de la proposer en précommande d'ici la fin de l'année. Si on me propose d'acheter un produit dont on me dit qu'il va durer éternellement, d'un côté, je me dis c'est très intéressant parce que si je veux, par exemple, effectivement, laver mon linge et que je n'ai acheté qu'un produit qui peut durer 50 ans, 100 ans, au niveau de l'écologie, c'est sûr que c'est un plus. Après, je suis quand même aussi influencé par la société de consommation. Et de temps en temps, c'est vrai que j'ai envie d'acheter des nouveaux produits pour aussi m'adapter un petit peu à la mode ou à ce qui se fait. Donc, j'ai pas envie non plus de vivre autour de produits uniquement éternels parce qu'on est vivant et que de temps en temps il y a des progrès qui sont intéressants aussi dans le sens où on peut utiliser par exemple un produit qui utilise moins d'électricité, moins d'eau et pour le coup la balance au niveau de l'écologie c'est intéressant de bien réfléchir à ça, de prendre en considération aussi les avancées technologiques. Donc voilà, il faut, je pense qu'à un moment donné, vouloir changer les produits, c'est un souhait qui est tout à fait légitime. Après, il faut, je pense, un peu trouver la solution entre apporter un petit peu de nouveauté et en même temps trouver un objet qui puisse se conserver très longtemps. Petite carte. Petite carte. Dans ces temples de la consommation, les hommes et les femmes ont un comportement bizarre. Ils sont malades. Ils ont la fièvre de la consommation compulsive. Mais comme par magie, la guérison de cette maladie apparaît en quelques jours, avec le départ du Père Noël. Mais les rechutes guettent. Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, et bien sûr, le Noël prochain. Bon, Adeline, tu veux voir J'arrive. Tu veux voir l'accouchement? J'arrive. Ça fait les pauses, Oui, une idée comme ça. Non, mais c'est normal. Non, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, on va le séparer en deux. Tac. Et puis la terre. La terre. La terre, c'est facile. Une estimation de la quantité de déchets qu'on évite de jeter à la poubelle. On peut dire à la louche que toutes les semaines on répare une dizaine d'objets.
avec en moyenne par objet 5 ou 6 kilos, ce qui nous ferait 50 kilos par semaine. Donc sur un mois, on serait à 100 kilos à peu près. Rapporté à l'année, si on déduit les vacances, on n'est pas loin d'une tonne d'économisé de déchets qui évite de partir soit dans la nature, dans le pire des cas, soit à la déchetterie dans le meilleur des cas. Parce qu'en fait, le temps, ça fait quoi? Là, ça colle tous les petits bouts. Oui, d'accord. Là, j'ai qu'un seul c'est solidaire. Ça fait comme du gel pour les cheveux. Voilà. Ben, les bêtes. Mais non. Mais non. C'est dans quel sens ça? Dans ce sens-là. Ouais, c'est les écritures. On va ouvrir. On va ouvrir là, le filtre, comme on dit, pas très tard, c'est du noir. Le vert, que celui-là il va là. D'accord. Marron sur là. Et oui, je l'ai fait à Cassieux. Hein? J'habite Cassieux, moi. Ça fait 45 ans que j'habite Cassieux. J'ai toujours habité là-bas. Ouais, c'est pas grave. Ah non, ouais, mais maintenant il y a tous les fils qui bougeaient, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. J'ai toujours habité là-bas, sans problème. Et en fait, pourquoi il y a deux boutons? Là. Il y a deux boutons là. C'est les deux. Il faut allumer les deux. Il y en a un pour la résistance. Ou alors c'est qu'il y a deux résistances, non? Ah oui, il y en a une en haut là. Ah ouais, d'accord. Une résistance en haut, une résistance en haut. Bon ben voilà. Hop, voyant, allumé. Impeccable. Affaire réglée. On a pour des produits qu'on aurait tendance à vouloir jeter à la poubelle et finalement on se rend compte qu'en quelques minutes on peut les réparer, les réutiliser. Donc c'est tout à fait intéressant, d'autant plus que on est en lien direct avec les réparateurs et que ça crée un contact vraiment intéressant. En théorie, c'est sûrement possible de pouvoir faire en sorte que des produits puissent être réutilisés éternellement. Après, j'imagine qu'il y a des lobbies industriels qui seraient pas très favorables à cette idée-là. Et pourtant, je pense que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient des produits en général avec lesquels qui duraient vraiment très longtemps. Les produits de qualité, on a su les faire, je pense, il y a 20 ans, 20, 30 ans. On le voit, des gens qui nous rapportent ici de l'électroménager qui est des années 70. C'est super, c'est très facile à réparer et tout est démontable. C'était bien conçu. Et en fait, aujourd'hui, on est plus on veut acheter des choses pas chères. Donc les industriels nous font des produits pas chers, mais bon, la qualité va avec. Et donc ça, pour moi, c'est un premier point. Et en plus, les industriels ont compris qu'ils avaient plus à gagner à nous faire racheter plus souvent. Du coup, on a aujourd'hui des produits qui sont pas fiables. Les machines à laver, les gens mettaient la valeur de 2 salaires dans une machine à laver. Que maintenant, on a une machine à laver pour même pas le quart d'un salaire. Alors évidemment, les machines étaient plus costaudes, mais c'était pas le même prix. Alors des machines, oui, il y a encore des machines des années 50 qui tournent encore. Moi j'en ai encore une, là, j'ai encore des clients qui ont des machines qui tournent encore, mais bon, le prix n'était pas le prix d'aujourd'hui. La qualité était meilleure, bien sûr, tout le monde vous le dira. Par contre, les besoins ont évolué. Les besoins en confort ont évolué et les besoins en électronique, entre guillemets, ont évolué. Donc maintenant, les produits, c'est pas qu'ils sont moins performants, c'est qu'ils sont moins fiables parce qu'il y a un petit peu plus d'électronique et de circuits imprimés à l'intérieur, donc un petit peu plus fragile. Et ce qui fait qu'on a des produits qui vieillissent beaucoup plus vite et qui méritent d'être utilisés avec un peu plus de soin par rapport aux produits des années 50.